ce speed learning s'adresse particulièrement à un public non technique. Je pense que les plus experts sur les API n'apprendront pas grand-chose. N'hésitez pas à participer et à enrichir la discussion. Vous verrez qu'il y a très peu de slides, ça va être beaucoup de découverte de quelques exemples d'API au fur et à mesure, selon vos envies, selon vos desiderata. Et donc c'est simple, vous posez soit une question par le chat, soit vous pouvez lever la main, là il y a un petit bouton dans Teams qui est très pratique, et sachez que que je lis vos messages et je vois vos interactions en même temps que je parle. Et vu le contexte de la journée, peut-être que certains ont des problématiques de temps, ou ceux qui veulent suivre ce que je raconte, je vous ai mis dans le chat un petit PDF, un condensé de ce que j'ai présenté. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Donc on est parti, donc ça va être assez court. Là je rassure ceux qui sont tenaillés par la faim ou qui ont des problématiques de transport. On est parti, donc voilà qui nous sommes. Donc moi je suis le practice leader de la practice DevOps. Donc la practice DevOps c'est une practice technique au sein de la société Humed Group. Donc on a également une petite mascotte. On remercie d'ailleurs l'équipe communication, donc qui représente notamment cette espèce de signe infini qui est un espèce de motif qu'on rencontre également dans le milieu DevOps. Donc qu'est-ce que la practice DevOps? Donc c'est une communauté de personnes membres du groupe Humed Group qui sont intéressées par les problématiques de DevOps, développement, cloud, architecture. Donc on accueille vraiment tout le monde, tous ceux qui sont intéressés. Donc pour nous trouver, c'est simple. Donc notamment nous publions un peu de contenu. Donc vous allez sur le SharePoint du groupe Humed. Là vous avez différentes rubriques. Vous allez dans Practice technique et hop, vous tombez chez nous. Practice DevOps. Et donc là, j'espère que vous voyez bien mon écran. Vous avez tout un ensemble de contenus et des événements, les speed learning précédents, etc. Voilà. Et nous tenons également une petite réunion en ligne le lundi, tous les 15 jours, où on partage quelques actualités IT. Ouais, vas-y. Une petite définition, mon cher Antoine, tout le monde connaît le métier de DevOps, mais sait-on jamais, est-ce que tu peux nous donner une définition très rapide de métier de DevOps? DevOps, c'est un terme qui est apparu vers 2014, pour être exact, qui est un petit peu venu en même temps que la montée du cloud computing. L'idée principale, c'est de faciliter la vie des différentes équipes techniques, notamment les développeurs, à base principalement d'outils et de procédures d'automatisation de tâches assez ennuyeuses ou répétitives. Donc faciliter le lancement des tests automatiques, analyse de la qualité du code, compilation des applications, il y a aussi un petit côté sécurité, cybersécurité, donc il y a aussi quelques variantes autour du terme DevOps comme DevSecOps, qui met en avant la partie sécurité depuis le début de l'application. C'est un terme un peu nébuleux, un peu marketing, il faut le reconnaître. Il n'y a pas de définition officielle, mais ça regroupe. C'est plutôt une philosophie, qui est maintenant quasiment implémentée chez tous nos clients et qui est maintenant assez commune. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais retenez automatisation, scripting, cloud. Je pense que vous avez un peu l'idée de ce genre de métier. J'espère que ma définition n'a pas été trop bancale, tout ça. Écoute, on va retourner à nos moutons. Je remettais juste le micro, Antoine, pour dire que c'était parfait. Ouais, la littérature est bien plus précise que moi sur la définition, effectivement. J'ai pas dit tout simplement, c'est que le mot DevOps est coupé en deux. Donc c'est de l'anglais, donc Dev, Developer, et Ops comme Operationals, donc le côté plutôt ingénieur de production. C'est les termes qu'on reconnaît chez nous. Donc ça veut réconcilier d'un côté les devs avec les Ops qui ont parfois quelques difficultés à travailler ensemble pour des questions techniques ou de communication. Voilà pour la petite page de publicité pour ma paroisse. Donc les API rentrons dans le cœur du sujet. Donc c'est un acronyme en anglais qui signifie ceci, Application Programming Interface. Donc c'est un terme un peu nébuleux qui cache beaucoup de choses derrière.
La traduction en français communément admise, c'est interface de programmation. Et donc en gros, l'idée c'est d'échanger de la donnée entre une ou plusieurs applications. Donc il y a d'un côté les consommateurs d'API, donc ceux qui fournissent un service, ceux qui consomment un service, et de l'autre côté les consommateurs. Donc c'est sur un modèle client-serveur. Donc comme dans un restaurant, il y a des clients qui demandent une commande. Je voudrais un thé à la menthe, et le serveur s'exécute et apporte le thé à la menthe quelques instants après. Voilà, c'est un petit peu là. Excusez-moi de l'exemple qui est pas très intéressant. Donc, on va un petit peu se balader. Voilà, c'est un peu le principe du speed learning. C'est moins de blabla, plus de découvertes en direct. Donc voilà, je trouve que sur le coup, la page Wikipédia est assez bien faite. Donc, qu'est-ce qu'une API? Donc, une interface de programmation. Donc, derrière, qu'est-ce que ça regroupe? Il y a plusieurs types d'API. Donc, il y a celles qui viennent en tête immédiatement. Donc, les API web principalement. Donc, pour se connecter à des portails techniques comme Azure, comme Facebook, comme Google Maps. Donc, comme ça, vous pourrez récupérer la donnée de Google Maps. Salesforce, je sais que le groupe Humade travaille beaucoup avec les API de Salesforce. Pickwish, je ne sais pas ce que c'est. Moins connus sont les API plus système, on va dire. Donc tout ce qui est hors web, donc par exemple tout ce qui est graphisme ou calcul. Donc il y a des librairies type OpenGL, voilà, qui sont une espèce d'abstraction au-dessus des cartes graphiques. Il y a aussi tout ce qui est interaction avec le XML, l'accès aux bases de données, et la partie cartographie. Voilà, sachez que voilà, ça regroupe beaucoup de choses derrière ce terme. Nous, on va principalement se concentrer sur tout ce qui est API web, donc qui fonctionne avec le web, celle que l'on rencontre majoritairement chez nos clients par la plupart de nos consultants. Mais voilà, sachez qu'il existe d'autres types d'API. Par exemple, votre téléphone portable propose plein d'API, par exemple, pour interagir avec la webcam, pour interagir avec l'annuaire, etc. Ce qui est intéressant avec le côté API, c'est qu'il n'y a pas de notion de langage de programmation. Vous voyez, c'est assez agnostique. On peut différencier une API d'un SDK, donc c'est souvent deux termes qu'on rencontre assez fréquemment. Donc le SDK, donc le kit de développement, qui lui est une bibliothèque logicielle qui est écrite dans un langage particulier, mais qui adresse un peu le même genre de problématique. Voilà, donc c'est deux termes qu'on retrouve assez communément à côté. On va le voir dans les différents exemples. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si je vais trop vite ou si je dis des énormités. Voilà pour le côté API. Pas de questions. On passe à la slide suivante. Donc voilà, donc il y a des API, il y en a vraiment pour tous les goûts. Derrière ce titre un peu farfelu, sachez que voilà, si on veut récupérer des données pour des sites de transport, de la RATP, de Air France, sachez que la plupart des entreprises offrent des API, publics ou privés, on va le voir. Bien sûr les banques, donc là évidemment, je vous ai mis quelques exemples de banques. Les gouvernements, donc par exemple le gouvernement français, met à disposition quelques API. Des acteurs privés, j'ai mis, on verra, comme BNP Paribas, toutes les banques, on va le voir, et bien sûr les acteurs IT comme Microsoft qui offrent des API. Je ne sais pas si certains ont envie d'aller voir un type d'API particulier. Ça peut être, je sais pas, les restaurants, du transport, il y en a vraiment pour tous les goûts. Par exemple, on peut pas aller voir la RATP, donc la RATP, là, je pense à la RATP, c'est le bonjour. Donc vous voyez, la RATP, j'ai pris vraiment au hasard, là je le découvre. La RATP offre une API, donc ça vous permet d'aller, si vous concevez une application, d'aller interroger de la donnée. Donc c'est souvent on est en mode consommateur. Donc voilà, donc là c'est intéressant, c'est une interface que beaucoup d'entre vous connaissent parmi les développeurs. C'est voilà, qu'est-ce que c'est qu'une API? C'est un ensemble de endpoint, comme on dit en anglais, donc de points d'accès à différentes données et via le protocole web. Donc, par exemple, donc là c'est pas très clair parce que ça vous liste un peu tous les types d'API qu'offre la RATP. Donc c'est pas l'exemple le plus simple, mais voilà, sachez qu'en tout cas, il est possible d'aller interroger les données de la RATP, les retards sur les lignes, etc.
On peut aller directement plus dans notre domaine. Donc par exemple, qu'est-ce que propose la BNP? Donc la BNP, hop, rien à voir, interface complètement différente, vous voyez. Donc ça aussi, on verra que les API, il y a une grande liberté sur la façon de proposer l'API, la façon de nommer les choses et la façon de documenter. Donc vous voyez, là c'est présenté complètement différent. Donc là, hop, on retrouve tout de suite des données financières. Par exemple, on veut hop, savoir, bah voilà, donc typiquement là c'est une API qui est privée. Donc bien sûr, hein, on contrôle qui a accès aux données, mais si on veut accéder aux pénalités CSDR, il y a une manière de faire, etc. Donc vraiment, il y a tout un catalogue offert par les principaux acteurs. On peut aller voir le concurrent Société Générale, qui propose également des API. Il vous explique comment commencer. Et vous avez ensuite tout un catalogue d'API. Par exemple, que ce soit de la banque de détail ou des financements, vous avez tout un ensemble d'API, par exemple les crédits consommateurs. Donc, très bon exemple. Donc, les crédits consommateurs, c'est bien comme cela qu'on traduit, j'imagine. Donc, vous avez, voilà, une description. Donc, comment interroger ce type de données. Donc, vous avez également, ce qui vous est proposé, c'est le type de retour, donc avec un code d'erreur ou un code de succès. Donc, quand ça retourne le code 201, c'est un succès. Un code 404, c'est une erreur que vous voyez souvent sur le web, erreur 404, c'est-à-dire que la donnée n'a pas été trouvée. Une erreur 400, une erreur 500, voilà. Donc, en tout cas, c'est très détaillé. On voit que la présentation est complètement différente de ce que faisait BNP ou RATP. Et derrière, voilà, comment ça se passe concrètement? Donc ça se passe sur un chemin web, hein, une URL, comme on dit en bon français. Une URL, il faut lui fournir un token, donc ça c'est la manière de s'identifier. Donc c'est une chaîne de caractères. Et vous appelez à la suite de cette URL, vous rajoutez ce petit chemin. Et voilà, hop, et vous pouvez obtenir une réponse au format, la plupart du temps au format JSON ou XML. Donc c'est un format, si vous voulez, qui est lisible par les humains, mais plutôt orienté pour les machines. Et vous pouvez ainsi tester, obtenir plutôt les données concernant ces crédits consommateurs. Et vous pouvez bien sûr, si vous voulez, récupérer la définition pour les développeurs au format YAML qui vous permet comme ça de récupérer toutes les caractéristiques de l'API au format YAML. Voilà, donc vous avez également sa version, etc. Donc il y a vraiment pas mal d'informations intéressantes. Je ne sais pas s'il y a une autre banque qui vous intéresse ou un autre acteur. On peut aller voir le Crédit Agricole. Je sais que certains y travaillent. Donc là, bien sûr, ce qu'on voit, hein, ce sont des API qui sont offerts au grand public, mais sachez qu'on verra qu'il y a également des API qui circulent en interne, hein, qui ne sont pas exposés à l'extérieur de l'entité. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer que chaque acteur maintenant, c'est omniprésent. Chaque acteur, même les plus petits, qui souhaitent se développer, si on souhaite accéder à leurs données, mettent à disposition une API. Donc souvent, on retrouve à peu près les mêmes patterns, hein. Il faut s'identifier, savoir quel API exactement, quel chemin appeler, et aussi, vous voyez que le retour, l'information qui est retournée est différente à chaque fois. Donc à chaque fois, dès que vous utilisez une API, c'est différent. Donc vous pouvez, si vous utilisez une API pour interroger les données de la BNP, ça ne sera pas la même que pour interroger la donnée de la Société Générale, qui ne sera pas la même que Crédit Agricole. Donc à chaque fois, si vous voulez, il faut s'adapter au type de réponse et à la façon dont l'API est créée côté bancaire. Voilà, donc vous avez plein d'informations. Donc par exemple, accéder à nos API. Voilà, hop. Voilà, donc ça vous permet d'accéder. Bon là, excusez-moi, c'est un fichier zip, mais ça vous permet d'accéder aux données de votre compte bancaire, hein, éventuellement, hein, si vous voulez vous lancer dans une startup, hein, vous voulez par exemple créer une application mobile, Android ou iPhone, et vous voulez proposer d'afficher voilà, le statut d'un compte d'un particulier chez Crédit Agricole. Dans la conception de votre application Android, vous feriez appel aux API de Crédit Agricole pour retrouver l'information dont vous avez besoin.
Il y a également les acteurs institutionnels, hein, je pense à la Banque de France. Donc là, c'est assez intéressant parce que je sais que certains d'entre vous, ou plutôt l'AMF, l'autorité des marchés financiers, donc il y a également tout ce qui est certains acteurs sont obligés d'envoyer des informations à l'AMF de façon régulière. Donc voilà, donc l'AMF sûrement expose des API, donc peut-être qu'elles sont mal documentées. Mais on va tout de suite aller voir ce que propose le gouvernement français. Donc le gouvernement français, c'est intéressant parce qu'ils ont regroupé toutes leurs API, hein, que ce soit pour la finance, pour le transport, pour les impôts, la liste des entreprises. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble d'API qui sont proposés, suivant voilà, ouvertes à tous ou restreintes. Hein, donc il y a vraiment beaucoup de contenu, ce qui d'ailleurs favorise certains créatifs de créer des données intéressantes. On se souvient, durant le Covid, il y avait un acteur, un particulier qui avait créé un suivi en temps direct du Covid-19. Mais c'était grâce aux données exposées par les différents acteurs. Donc peut-être, je sais pas, l'assurance maladie en France. Enfin, je connais pas trop tout ce milieu-là, mais voilà, sachez que il y a beaucoup d'initiatives qui viennent de particuliers qui utilisent ce genre de données. Alors, hop, ministère de l'économie. Voilà, donc vous avez beaucoup de contenu. Hop. Bien sûr, le plus simple, vous voyez, API. Donc là, pareil, on retrouve une présentation complètement différente, mais derrière, ce sont souvent les mêmes briques techniques qui sont utilisées. Est-ce que je continue sur les exemples ou vous en avez assez? Pas de réponse. Alors, je vais reprendre. Allez-y, si vous avez des commentaires ou des API qui vous turlupinent, je peux aller. On peut aller les consulter ensemble. Très clair pour l'instant. Donc voilà, je rappelle, il y a le côté consommateur. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est le côté consommateur. Et on peut être également fournisseur. Donc là, c'est en conception. Donc on peut exposer une API, on peut l'écrire en n'importe quel langage, en Java, en Python, en C#, parce que derrière, vous avez vu, ça a fait appel à du transfert sur des requêtes web qui sont complètement agnostiques du langage. Donc ça permet aussi de faire coopérer des applications qui sont basées sur des composants techniques complètement différents. Voilà, donc là je vous ai remis quelques exemples. J'ai pas vu un petit peu Azure, donc excusez-moi de faire un peu de la pub pour Azure, mais on est chez Humet Group assez familier du Azure. Donc Azure, c'est une plateforme technique qui permet d'héberger des applications, qui est donc la propriété de Microsoft. Donc là, voilà, pareil, ça se base sur le web, donc sur HTTPS. Il y a tout un ensemble d'objets qu'on peut récupérer, qui sont dans cette colonne de gauche. Bon là, excusez-moi, c'est un peu technique, mais voilà, on peut récupérer de la facturation. Par exemple, si vous voulez récupérer de la facturation automatiquement dans votre propre application, c'est possible. Hop. Vous avez des exemples de réponses. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est le seul genre d'appel que vous faites. Donc ça générera ce genre d'appel. Et ce qu'on récupère, donc voilà, c'est ce que je dis, c'est ce format JSON, comme on dit en anglais, qui est assez populaire, qui est un format assez connu, qui permet aux humains et aux machines de comprendre l'information, donc avec un système clé-valeur. Voilà. Donc c'est un format très connu de la plupart des consultants qui jouent avec les API, et donc c'est le format vraiment qui s'est imposé pour exprimer le contenu et l'information qui est de l'autre côté et traité de votre côté. Vous pouvez le filtrer, etc., pour récupérer ce qui vous intéresse. Format JSON. Voilà. Donc voilà, donc sachez que dans le monde des API, il y a un terme que vous avez vite retrouvé, c'est le terme REST. Donc c'est un terme qui est un peu barbare,
qui ne signifie pas grand-chose, donc c'est pour ça que je l'ai préféré de pas le mettre. Donc ça signifie ceci, mais on parle surtout de REST. Donc ce que ça cache derrière, c'est que ça s'appuie sur le protocole Internet web, hein, donc ce qui est dans votre barre d'adresse, avec des paramètres, avec un côté une requête et une réponse. Client-serveur, voilà. Donc c'est assez facile pour les humains et pour les machines à envoyer ou à recevoir ce genre d'appel d'API. Voilà, donc c'est vraiment ce qui s'est imposé depuis une vingtaine d'années pour faire circuler de l'information. Donc ça se base, donc c'est sur le coup c'est assez normé, hein, ça se base sur des verbes que la plupart des concepteurs connaissent. Donc get c'est pour récupérer de l'information, post c'est pour envoyer de l'information, put c'est pour mettre à jour une information, patch c'est pour mettre à jour encore plus précisément une information ou un objet. Par exemple, je sais pas, on peut mettre à jour une facture. Et delete, voilà, donc c'est pour supprimer un objet, un ou plusieurs objets. Donc ces verbes s'appliquent souvent sur un chemin, sur une URL, comme ici. Et derrière, donc ça c'est la requête. Et une fois que vous avez la requête, vous avez une réponse au format JSON ou XML. Voilà, je passe un peu vite hein, parce que c'est pas le but de parler trop technique. Mais voilà, sachez que REST. Et petite question. Ouais, vas-y. Pardon. Ouais, petite question. Est-ce que du coup ça veut dire qu'en tant que consommateur, je peux aussi poster de la donnée, pas seulement en récupérer? Tout à fait. Là, j'ai peut-être pas assez insisté. Là c'était beaucoup les exemples que j'ai donnés, c'était beaucoup de la lecture, mais il est tout à fait possible via les verbes post, push, patch, delete, de créer un nouvel objet, de la donnée, une nouvelle facture, modifier ou supprimer une donnée, effectivement. Ça, c'est selon ce qu'expose le fournisseur. Hein. Tout ça, bien sûr, on peut pas tout faire, hein, mais c'est ce qui est possible de faire. En tout cas, là, vous avez des guides, des guidelines pour créer correctement une API REST. Quoi. Il y a bien sûr, vous pouvez se trouver sur Internet plein de guides qui vous aident à nommer aussi, parce que vous voyez, il y a beaucoup de comment nommer les chemins, comment nommer les paramètres. Voilà, tout ça, il y a pas mal de guides sur Internet qui vous aident à gérer, à concevoir une API. Mais pour nos amis développeurs, on va faire une petite parenthèse. Par exemple, si vous voulez créer des API en Python, il y a bien sûr des librairies qui vous aident. Je vais pas vous aider, enfin j'ai passé rapidement là-dessus, mais il y a plein de contenus en ligne qui vous permettent, avec quelques lignes de code, d'exposer une API dans le langage de votre choix, qui s'appuie sur des frameworks assez établis selon le langage. Par exemple, je crois que Python, il y a le Fast API de mémoire, voilà, qui vous permettra, Fast API, qui vous permettra de si je raconte pas n'importe quoi, c'est ça qui vous permettra de créer une API. Voilà, c'est intéressant. Comment créer une API, par exemple, pour retrouver un item, vous voyez, vous écrivez ces 3 lignes de code et ça va vous permettre d'exposer une API sur le verbe get. Bon, là je vais un petit peu vite, mais voilà, sachez qu'il y a pas mal de librairies pour les développeurs pour créer des API, à la fois envoyer la donnée ou recevoir de la donnée. Donc c'est très populaire et ça s'appuie très souvent sur l'Open API. Ça c'est un terme qu'on voit beaucoup. Open API, donc voilà, ça permet d'écrire votre API et comme ça ça peut facilement s'industrialiser. Voilà, c'est un standard qui a émergé là en 2010. Hein, vous voyez, donc tout ça c'est assez récent. Mais la plupart des API REST s'appuient sur cette spécification, qui est toujours en cours d'évolution. Alors sachez qu'il y a, même si l'API REST, je pense, représente peut-être 90% des usages des consultants UMaid, je pense que certains font face à d'autres types d'API. Donc, comme alternative à REST, on peut souligner SOAP, qui est un protocole un peu vieillissant, mais très bien normalisé, qui s'appuie beaucoup sur le XML, qui est un peu verbeux, qui est un peu pénible à mettre en place, difficile à débugger. GraphQL, qui est un petit peu le nouvel acteur, hein, qui a été poussé par Facebook depuis 2015, je crois. Je vous invite à regarder ce que ça fait, c'est assez intéressant. C'est une alternative à REST, qui a ses bons et ses mauvais côtés.
mais c'est toujours le même principe. Hein, je veux de la donnée, je veux voilà. Et gRPC, donc là c'est une autre alternative, donc poussée par Google notamment, donc avec le petit G au début, qui vous permet voilà d'envoyer, de recevoir la donnée, mais là au format un peu plus compressé. Donc le format est pas l'objet est pas forcément au format JSON, mais un objet un peu compressé, binaire, type protobuf, packet, pour ceux que ça parle. Voilà, donc c'est pour notamment pour des questions de performance. Mais voilà, l'API REST, c'est vraiment dans la plupart des cas, et rien ne n'empêche évidemment de proposer une API sur plusieurs formats, typiquement REST et GraphQL. GraphQL renvoie les données sur quelle forme? Sur format JSON également ou Ouais, ça, alors des fois on peut choisir, hein. Il y a des API qui disent quel format veux-tu, JSON, XML, mais la plupart du temps, ouais, c'est JSON. Donc, je rentre. Enfin, si ça t'intéresse, effectivement, c'est une espèce de format pseudo SQL. Donc, vous décrivez ce que vous voulez exactement. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'au format REST, la réponse vous est imposée. Hein, les champs qui vous sont retournés sont souvent imposés par le créateur de l'API. Alors que GraphQL va vous permettre de dire voilà, je vais récupérer les villes, mais je veux seulement la population et la météo. Donc, vous avez un peu plus le choix sur le type de retour. Donc ça fait penser à un petit peu du SQL. C'est un petit peu du SQL, ouais. Un peu du SQL. Il y a quelques problématiques, notamment autour du cache, qui fait que c'est pas aussi populaire. Voilà, le cache est plus compliqué à maintenir que pour des API REST. Mais ça permet notamment, plutôt de faire d'une dizaine d'appels REST pour obtenir différentes informations éparpillées. Si vous passez par GraphQL en une seule requête, vous pouvez obtenir l'intégralité des données dont vous avez besoin. D'accord. Voilà, je vous laisse explorer, ça fera l'objet d'un speed learning pour ceux si ça vous titille. Voilà, n'hésitez pas à taper ça dans votre moteur de recherche favori pour en savoir plus ou à poser des questions. Donc il y a un aspect où je suis passé un peu vite, c'est tout le côté sécurité. Donc on a vu que certaines API évidemment n'étaient pas exposées à l'extérieur. Hein. Il y a le consultant travaille beaucoup avec des API qui sont uniquement utilisées en interne de leur société. Mais on peut également proposer des API à d'autres acteurs en B2B ou en B2C au grand public par exemple. Donc pour cela, il y a souvent la plupart des API sont sécurisées. Donc déjà souvent la donnée circule sur un protocole type HTTPS, donc le protocole web sécurisé. Et en plus, souvent, il faut à la fois s'authentifier et il y a aussi une notion de permission, donc le côté autorisation. Donc là, ça peut passer par un mot de passe, un login mot de passe, ou de plus en plus, ce qu'on voit là, ce qu'on a vu des tokens, donc une espèce de jetons, donc une espèce de chaîne de caractères, d'une centaine de caractères qui vous permet comme ça de vous authentifier. Donc ça s'appuie sur OAuth, voilà des standards bien connus pour vous authentifier. Et bien sûr, une API peut autoriser ou non certains accès. Voilà, on peut jouer assez finement avec les autorisations pour autoriser ou non certaines données à transiter vers un client. Au-delà de cet aspect un peu identification, il y a aussi il faut également se prémunir, hein, bien sûr, des vulnérabilités. Donc voilà, faut que mettez à jour vos codes, etc. Surveillez vos API. Il y a un autre danger qui peut vous guetter si vous exposez une API au grand public, par exemple, c'est les attaques type DDoS. Donc je résume ce que c'est pour les non spécialistes très vaguement, c'est qu'en gros vous allez solliciter de manière très intense, très fréquente un site web, une API, et comme ça vous allez faire monter un petit peu, pour lancer 1000 attaques, 1000 requêtes en une seconde, et comme ça le serveur ne va pas pouvoir absorber la charge, et comme ça le service sera indisponible. Donc on peut imaginer que ça peut donner des avantages aux concurrents, ou etc., ou ça peut perturber le système. Donc voilà, donc il y a également des systèmes pour se prémunir. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut limiter à maximum 10 requêtes par seconde pour un client. Donc voilà, donc il y a tout un mécanisme de throttle, comme on dit en bon anglais, qui vous permet de limiter le nombre de requêtes par seconde. C'est très communément appliqué pour les requêtes gratuites, on va dire. Voilà, et c'est marqué dans le contrat de l'utilisation de l'API.
Donc pour gérer toute cette partie un peu difficile, un peu compliquée, il y a souvent donc des logiciels dédiés autour de l'API, donc sous couvert du terme API Management. Donc il y a tout un ensemble de briques logicielles. Donc ce que je vois chez nos clients, donc vous retrouvez souvent le terme API Management, donc soit sur des solutions un peu maison, donc qui vont regrouper les aspects cybersécurité, firewall, etc., catalogue d'API, comme ça c'est centralisé, la gestion de la sécurité. Donc deux acteurs intéressants, APG donc de Google, et pour ceux qui font de l'Azure, donc voilà, une passerelle, l'API Management, donc l'API Gateway, qui est un petit peu la passerelle pour accéder aux différentes API. Et donc ce composant va vous permettre, voilà, de limiter les attaques DDoS, de s'occuper de la partie identification, autorisation, voilà. Donc c'est un composant supplémentaire à mettre en place, mais qui facilite derrière la vie des développeurs qui maintiennent les API. Un peu d'outillage, donc il y a des outils il y a pléthore d'outils qui permettent de tester les API. J'ai mis les deux plus connus, donc il y a Swagger. Donc Swagger, c'est une espèce d'interface en ligne qu'on retrouve chez beaucoup de nos clients, là, qui vous liste un petit peu les différentes données qui sont accessibles et qui vous permet même de tester, on peut dire un petit peu rapidement. Ça vous permet de tester les API via un formulaire en ligne. Je ne sais pas si ça vous amuse. Moi, je trouve ça amusant. On va faire une petite allez, hop. Donc là, c'est l'exemple. Donc, vous voyez, à partir d'un fichier OpenAPI, ça vous génère une interface, et derrière, ça vous permet de tester donc des API. Donc là, par exemple, il vous dit, donc là, c'est un exemple complètement stupide, donc c'est un animal de compagnie, donc pet. Donc si vous voulez retrouver un pet, le pet qui est au numéro 45, ça vous permet de tester comme ça l'API. Et donc là, on voit bien voilà ce que ça fabrique comme requête. Et là, ça répond à une erreur 404 parce que ça n'existe pas. Voilà, donc ça, c'est le genre d'interface. On la retrouve chez beaucoup de nos clients pour documenter l'API. Voilà, ça permet aux non-techniques ou aux premiers utilisateurs de se familiariser avec l'API. Parce que, comme je le dis, chaque API est différente, les noms sont différents, la manière d'organiser sont différentes, les codes retours sont différents, et le contenu qui est retourné, bien sûr, varie d'une API à une autre. Mais voilà, sachez que Swagger, c'est assez courant chez nos clients. L'autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est Postman. Donc Postman, voilà, c'est un outil qu'on installe sur votre ordinateur et ça permet comme ça, voilà, de sauvegarder, de tester vos API de manière assez ludique, avec quelques fonctionnalités un petit peu avancées. Voilà, je sais que c'est aussi très populaire chez les développeurs. Bien sûr, il y a une multitude d'outils. Quel est QLScope, dont on a présenté la semaine dernière dans l'excellent Speed Learning, et je crois qu'il y a une partie, un test d'API qui a été passé un peu rapidement durant la semaine dernière, mais il y a cette capacité de tester pour un public néophyte en no-code vos API, donc s'assurer que votre API voilà, ne se dégrade pas dans le temps et fonctionne avec les différentes évolutions que vous apportez à votre API. Est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels vous pensez qui sont intéressants? Ouais, en tout cas, je sais que c'est très, très, très vivant comme écosystème, l'outillage des API, il y en a pour tous les goûts. Donc chez nos clients, quid des API? Donc voilà. Maintenant, les API, c'est la façon. Les applications ont besoin de communiquer entre elles. Donc, c'est utilisé massivement. Donc, notamment au sein même des entreprises. Donc, pour communiquer entre applications, entre microservices, pourrait-on même dire, et également pour
envoyer et recevoir de la donnée avec les partenaires externes, que ce soit pour des raisons réglementaires ou simplement business. Ça passe par des API, souvent type web, ce qu'on a vu rapidement, voilà, pour que tout cela, toutes ces données circulent de manière sécurisée et efficacement. Donc voilà, c'était un rapide aperçu des API. On a juste voilà, vu vraiment, c'était vraiment extrêmement rapide. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne? Ou vous voulez partager votre propre expérience? Allez-y. Allez, une petite expérience. Chez Natixis, là, je suis à récupérer les positions des traders du desk pour lequel je travaille grâce à une API. Donc, on se connecte depuis leur Excel à une URL en indiquant la date du jour en plus dans l'adresse pour appliquer sûrement certains filtres. Et derrière, le JSON, il est récupéré et lu par une query table dans l'Excel et ça permet d'avoir les positions assez rapidement. Donc, je pense que c'est une technologie qui est assez efficace. On coupera ça au montage, parce que c'est vrai qu'on parle de Natixis. Mais j'ai une petite question quand même, Mathieu, en termes d'identification. Non, mais t'excuses pas, tu plaisantes. Mais en termes d'identification, d'authentification, avec Excel, comment ils font? Eh ben, j'ai juste eu à envoyer un mail au service qui s'occupait de cette source de données et de cette API pour qu'ils m'autorisent. Donc, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait derrière. Tu veux dire que dans Excel, ils récupèrent ton contact à toi et voilà, c'est ça, ouais, ça doit être avec un système d'identification de la banque. Voilà. C'est souvent le problème avec Excel, hein, c'est que malheureusement, le fichier peut se balader, n'importe qui peut l'avoir. C'est pour ça que je me permettais de poser la question là. Et voilà, donc c'est plutôt un bon retour d'expérience au niveau de ce type d'API interne pour accéder de manière rapide aux données. Peut-être Antoine, des petites précisions. On parle beaucoup de microservices. Hein, je pense que c'est un terme que beaucoup entendent et c'est vrai que l'API est extrêmement présent dans ce type d'architecture. Oui, microservice. Tu veux que j'explique un peu le mot microservice? Donc, je pense que ça peut être utile parce que c'est vrai que quand on parle de microservice, il y a beaucoup d'API derrière. Ça permet vraiment de. Je te laisse continuer, Antoine. Ouais, en fait, la tendance, excuse-moi, en même temps, j'essaie d'illustrer mon propos, qui est un peu confus, c'est que, alors il y a une nouvelle tendance depuis une dizaine d'années, c'est de siloter les grosses applications qu'on appelle dans le milieu des monolithes, qui font tout, donc qui sont des fois un peu lourds à mettre à jour, parce que quand on touche une partie, ça peut casser l'autre, le code est très conséquent, d'un seul bloc, etc. Donc c'est un peu lourd à gérer. Donc certains ont dit, bon, on va la découper en petites applications spécialisées. On peut imaginer une application d'une entreprise, donc il y a une partie, je sais pas, qui gère les comptes, une partie qui gère la facturation, une autre microservice qui gère les envois, etc. Donc en gros, l'idée c'est de découper, selon votre bon vouloir, un monolithe en petits microservices. Et donc ça peut être de consister de 2 à 100 000 microservices, enfin plutôt 1000 microservices on va dire. D'ailleurs ça s'appuie beaucoup sur la technologie Kubernetes pour faire tourner tout ce petit monde. Excusez-moi de lancer tous ces mots un peu compliqués, mais voilà, donc effectivement vous avez cet ensemble de microservices, donc de ces petites applications indépendantes qui ont besoin de se synchroniser, donc d'envoyer de l'information. Donc là, il y a plusieurs paradigmes. Soit vous passez par des API, comme un petit peu ce qui est illustré dans ce schéma. Donc vous vous choisissez d'appeler un ou plusieurs microservices pour obtenir la donnée. Par exemple, on peut imaginer un microservice facture qui a besoin d'appeler un microservice adresse.
voilà, typiquement, mais qui n'a pas besoin d'appeler un microservice, je sais pas, qui ne sert à rien. Voilà, donc vous pouvez choisir qui appelle quoi. Donc là, il faut également gérer les règles de sécurité, qui peut appeler quoi. Donc effectivement, les API sont tout à fait appropriés pour ce genre de situation. Pour être un peu plus aller plus dedans, il y a aussi un autre système, c'est à la base de queue Kafka. Donc là, ça passe pas par des API, mais par une queue centralisée, donc avec un système asynchrone. Mais là, on sort vraiment du speed learning, mais voilà. Mais sachez les microservices peuvent également fonctionner et communiquer via un système de queue asynchrone, dont la technologie la plus actuelle, la plus à la mode est Apache Kafka. Donc là, c'est un système de queue, donc les messages circulent dans un flux de données, un bus de données unique, et derrière, les applications s'abonnent, écoutent à certains événements, et dès que l'événement leur convient, elles le récupèrent. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans le détail, ça pourrait faire l'objet d'un speed learning à lui seul, le côté Kafka asynchrone messaging, mais c'est l'autre idée pour faire communiquer en interne, principalement des microservices. Voilà, je sais pas si mon explication... C'était extrêmement clair, Antoine. J'ai une autre petite question également sur les versions d'API. Tu as pu montrer tout à l'heure Ouais. Je crois que c'était sur les API de BNP ou du Crédit Agricole. Il y avait plusieurs onglets avec plusieurs versions. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors le versionning des API, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de standard. Chacun fait comme il veut. Il y a plusieurs façons de gérer, donc il y a plusieurs guides. C'est pour ça que je tapais ces mots-clés-là. Il y a plusieurs façons de versionner, excusez-moi d'utiliser ces termes un peu barbares, mais l'idée principale étant de ne pas casser ce que vous offrez à vos clients, ou si vous cassez votre API, par exemple vous changez les types de champs que vous renvoyez, ou n'importe quoi, vous cassez le contrat, voilà, comme on dit, il faut prévenir vos clients, mais sinon vous pouvez mettre à jour une version supérieure, et donc il y a tout un ensemble de mécanismes pour spécifier la version, c'est peut-être à ça que tu veux venir. Par exemple, on peut ajouter dans l'URL un /v1, un /v2, un /v3. On peut également ajouter un paramètre à l'URL, comme indiqué dans cette capture d'écran. Ou on peut également mettre un header. Bon, là, excusez-moi, c'est les termes un peu techniques, mais voilà, il y a tout un ensemble de possibilités, mais c'est libre à vous, selon la politique de votre entreprise et votre feeling de gérer le versionning. Mais effectivement, ça peut être un vrai problème. Voilà, donc bien versionner pour ne pas que vos clients découvrent à leur insu que le contrat proposé par votre API a changé. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'était très clair, Antoine. Mais ouais, il y a vraiment plein de guides pour bien concevoir vos API. Tu l'as dit, tu l'as très bien dit, Antoine, mais c'est vrai qu'il faut répéter, le guide, la documentation d'une API est primordiale. Tout à fait. Une API non documentée, c'est une API qui ne sera pas utilisée. Si je résume, c'est un peu ça. Alors, sauf ce qui est un petit peu dur, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est chaque éditeur offre une documentation qui est pas tout à fait la même à chaque fois, donc il faut un peu, il faut un petit peu s'imprégner de la culture de l'API. Parce que voilà, c'est pas tout à fait on peut pas facilement passer. Enfin voilà, c'est la même technologie, mais la façon de l'exprimer est pas la même. Même la documentation qui est présentée est souvent un peu différente. La façon de se connecter peut être différente. Les tokens, est-ce que le token expire, est-ce qu'il expire pas, est-ce qu'il faut lui spécifier des permissions. Voilà, effectivement, si vous voulez avoir des clients de votre API, la documentation est clé, c'est clair. On sort un petit peu du cadre mais j'ai lu, alors ces ne sont pas très frais, pour être tout te dire, Antoine. J'ai cru lire il y a 2 semaines qu'ils avaient sorti une technologie, en tout cas un éditeur qui a sorti une technologie qui permettait d'homogénéiser la description et l'utilisation des API. Je sais pas si ça te parle, ça. Non, mais il y a des gens qui font des API sur des API.
Exactement, c'est un peu ça, hein, le concept. Hein. Par exemple, imaginons vous voulez faire une application Android qui permet de consulter votre compte bancaire. Ben, vous allez peut-être vouloir accepter les comptes bancaires BNP, les comptes bancaires Société Générale, etc. Donc il va falloir que que vous proposiez une API unifiée, mais qui derrière, selon le type de compte bancaire, va appeler une API spécifique de la banque. Voilà, donc évidemment il y a des méta API, je ne sais pas c'est quoi le terme officiel, mais il y a des API sur des API. Mais vous-même, vous pouvez créer une API, par exemple transport parisien, imaginons, qui interroge à la fois l'API de la RATP, l'API de Vélib, l'API des taxis, l'API de Uber, et de proposer, je sais pas, voilà, la meilleure alternative ou la moins chère pour aller d'un point A à un point B, on peut imaginer. Ce que propose d'ailleurs sans doute Google Maps, par exemple, quand vous êtes sur Google Maps, que vous faites un trajet, il vous propose, je crois, le trajet en train, le trajet en RER, le trajet en taxi. Je pense qu'il fait appel à différents fournisseurs d'API. Et vous-même, vous pouvez l'interroger Google Maps pour vous simplifier le travail. En un mot, Antoine, les API sont partout, hein, finalement. Oui, les API, tout à fait. L'AI interroge les API, les API, c'est communiquer et c'est la clé de tout, quoi. Donc pour conclure, si certains aspects que j'ai... Il y a peut-être, Antoine, Ouais, il y a peut-être d'autres questions ou pas? Je suis persuadé qu'il y a d'autres questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... allez-y, hein, vraiment... Bien de retour d'expérience. Pour les performances, c'est Guillaume. Pour les performances, Ouais. Côté client ou côté fournisseur ou côté consommateur? Exemple, un utilisateur, il veut savoir, comment l'API comment on garantit en fait les performances de l'API en fait. Par exemple, si si le client exige que il va envoyer beaucoup de données, mais notre client il en enverra moins. Enfin voilà, je sais pas très bien exprimé. Mais... Ouais. Alors le côté performance que j'ai un peu éludé, donc comme je l'ai expliqué un petit peu, l'API REST appuie sur le protocole web. Donc pareil donc il y a un cache en fait, il y a un cache, tu peux mettre un cache. Donc première idée, mettre un cache si tu es fournisseur d'application. Voilà, si tu appelles 100 fois la même API pour je sais pas, tu vas récupérer la facture 326, et ben tu vas la mettre en cache pas pendant 1 heure. Et puis après, si cette facture n'est plus demandée, tu vas la vider de ton cache. Première idée, donc s'appuyer sur un cache côté serveur. Et côté client aussi, il faut mettre en cache, ne pas appeler 100 fois la facture 326, mais tu peux de ton côté mettre en cache, parce qu'en plus des fois tu es limité par le nombre d'appels, ou tu es facturé au nombre d'appels aussi, donc si tu payes $100 tous les 10 000 appels, donc voilà, tu as ce côté-là. Voilà, c'est principalement à base de cache. Aussi, des fois, ne pas se tromper, bien prendre la bonne API, parce que des fois, tu peux, par exemple, obtenir un accès à une seule facture, mais des fois, tu peux accéder à plusieurs factures en une seule fois, donc en une seule requête. Donc, plutôt que d'appeler 1000 requêtes pour une facture, tu peux avoir une API qui permet de consulter un ensemble de factures. Donc, tu dis, je veux la facture 326, 327, 328, etc. Et comme ça, tu fais un seul appel et tu as une seule réponse. Une seule grosse réponse. Donc, utiliser la bonne API. Mais la clé, je pense, c'est le cache. La cache, que ce soit ton fournisseur ou le consommateur. Côté client, il doit faire en sorte que ces appels soient match avec l'API. Ouais. Je pense que j'ai pas d'autre solution en tête. Mais non, mais c'est pour savoir. Du coup, c'est dans le guide d'utilisateur, quoi. Dans le guide d'utilisation de l'API. Oui, alors après. Parce qu'après, il peut y avoir la même API peut être sur un client qui est tout petit, puis d'après ce que j'ai compris en tout cas. Ouais, donc c'est un client qui est beaucoup plus, qui envoie une grosse banque, qui envoie. Très bonne question en fait. Donc j'ai été assez rapide. Donc côté API management là,
tu as donc comme les outils que j'ai présentés là, IPG ou voilà, tu as des outils un peu graphiques d'observabilité qui vont te dire voilà, attention, là il y a tel trafic sur tel endpoint pour tel client. Donc déjà tu peux toi-même surveiller. Donc après, tu peux aussi prévenir si c'est un petit trafic où tu connais tes clients, tu peux les prévenir. Mais sinon, tu peux également mettre une limitation de trafic. Hein, comme j'ai dit, tu mets maximum 10 requêtes par seconde. Ou pour chaque client, tu peux lui donner une politique de trafic différente et le facturer différemment. D'accord. Mais très bonne question sur le trafic et la performance, quoi. Donc vous verrez que vous faites le pricing des API, il y a souvent une question de quantité de requêtes par jour, par heure, par seconde, et vous payez plus ou moins. Et si c'est gratuit, comme je vous dis, les services vont vous bannir pendant une heure, une journée, voilà. Mais c'est un excellent point à prendre en compte quand vous concevez des API. Voilà, les mauvais clients, quoi. Peut-être un petit retour d'expérience par rapport au groupe et notre utilisation d'API. On utilise quand même quelques-unes, alors je vais vous en citer quelques-unes. Forcément les API de Microsoft par rapport à Azure pour récupérer moult données d'Azure, que ce soit les identifiants des collaborateurs du groupe, que ce soit même par exemple les photos. Il y a des applications aujourd'hui qui montrent les photos des collaborateurs dans nos applications. On va les récupérer via Graph, Microsoft Graph forcément. On peut récupérer pas mal de choses. On a développé également des applications qui permettent qui mettent à disposition des API pour que d'autres systèmes les attaquent. On peut parler par exemple également de Cinetic, c'est un éditeur qu'on utilise pour générer les signatures automatiquement, qu'on va utiliser également pour récupérer en automatique les signatures des collaborateurs. On peut utiliser quelque chose peut-être un peu plus ludique, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle le nom, c'est une API que met à disposition, alors Antoine, je pense que tu dois savoir, qui nous permet lorsque on affiche dans certaines applications les adresses IP et la localisation de l'adresse IP. Il y a un éditeur qui te permet, lorsque tu mets en paramètre l'adresse IP, de dire la localisation. D'ailleurs, c'est ce que tu utilises c'est ce qu'utilisent la plupart des applications que j'utilisais, qui vous donne la localisation de l'adresse IP. Donc voilà, ça c'est assez ludique, ludique en tout cas informatif. Ça c'est important également de le dire, Antoine. Une API te permet de te donner de la data, de requêter de la data, mais également de la transformer, de faire des traitements dessus. D'accord. On va par exemple, justement par rapport à ça, sur notre application de gestion de CV, on va envoyer un CV sur un éditeur qui va nous découper, nous traiter le CV, le parser, comment le dire, pour nous découper le nom, le prénom, etc. Donc finalement, il nous donne pas de la data, il la transforme et il l'analyse et il va nous récupérer, on va récupérer nous, ce format JSON, un ensemble de données via l'API de l'éditeur. Et en effet, par rapport à ta question, Guillaume, la performance est essentielle. Parce que si tu envoies un CV, tu récupères l'ensemble des informations 30 secondes plus tard, ça marche plus, quoi. Donc ça marche seulement si tu as la réponse 3-4 secondes plus tard. Donc nous, on va faire tout en sorte de manière que la réponse soit la plus juste et la plus rapide possible, de manière à garantir le confort utilisateur. Voilà quelques exemples d'utilisation. Non, mais je rebondis bien sur la donnée brute. Effectivement, l'API vous fournit une donnée brute. Donc des fois, vous avez trop d'informations ou pas assez d'informations. Et après, c'est à vous d'aller la traiter, l'enrichir. Tout à fait, ouais. Et ça, la practice data en parlerait mieux que moi. Non, mais c'est très clair ce que tu nous as présenté, Antoine. Merci pour ce petit aparté. Mais non, je pense que c'est très clair et c'était le but de ton speed learning. Parce que la data, on pourrait dire, c'est la richesse, c'est l'or noir de l'informatique. Oui, bien sûr. C'est essentiel. D'ailleurs, Antoine, moi ce sera ma dernière question. En termes de taille de réponse, est-ce qu'il y a aujourd'hui des politiques comme ça, on se dit voilà,
lorsqu'on passe par des API, c'est pour avoir des données d'une certaine taille, pas trop non plus, parce que voilà. C'est quelle est la politique, quelle est la stratégie, ou est-ce que c'est les limites naturelles du Non, web, mais effectivement, on n'envoie pas un film via une API, typiquement. Donc on va dire que ça se limite à quelques mégaoctets, hein, on va dire 10 mégaoctets au maximum. Au-delà, ça serait sans doute des envois type FTP sécurisés, donc SFTP. Vous irez chercher, voilà, vous déposerez un document sur un serveur SFTP, donc c'est une espèce de dossier à distance. Donc vous uploadez votre fichier et derrière quelqu'un va le consommer. Je pense à ce système-là. Ou si c'est vraiment volumineux, vous devez envoyer, je sais pas, une clé USB, si ça dépasse le téraoctet. Mais là, c'est vraiment des cas à la marge, hein. La plupart du temps, toute la réponse peut être contenue via une API REST classique. Sinon, il faut se poser la question sur le découpage de votre API. Voilà, sachez qu'une API également, ça évolue naturellement, parce qu'il y a des choix qui sont pas forcément bons dès le départ. Donc voilà, donc naturellement, votre API va évoluer avec le temps. Et la taille de la réponse est un critère à prendre en compte. Ouais. Antoine, peut-être conclure. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Hein. Je pense à moins que. Oui, il y a des questions. Les API, ça couvre tellement de domaines très intéressants dont je n'ai pas pu aborder ou contraint par le temps. Mais voilà, si certaines notions vous turlupinent, vous intéressent, n'hésitez pas à rebondir dans la conversation. On pourrait faire des nouveaux speed learning ou du nouveau contenu sur certains aspects. Voilà. Voilà, mais en tout cas, les API sont tout autour de nous, même sans s'en rendre compte. Et donc, longue vie aux API.